Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton et en 2019, j'ai créé ce podcast pour avoir des conversations avec des créateurs de contenu et des personnes inspirantes autour des thématiques des nouvelles technologies, du minimalisme, mais aussi pour avoir des astuces de productivité. Ce format, je l'ai un petit peu laissé de côté quand je suis arrivé au Canada en 2020 et on a décidé avec des amis de continuer ce podcast pour avoir des conversations toujours sur ces mêmes domaines mais entre amis, le même groupe. Mais je dois avouer que ce format un petit peu des interviews me manquait, donc cette année j'ai décidé de le remettre un petit peu au goût du jour et de recommencer à faire certains contenus de ce type. Donc il va forcément y en avoir cette année, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater ce type d'interview et on commence aujourd'hui avec une personne que je connais très bien puisque j'ai été son stagiaire en 2012 avec la chaîne Techno. Il s'agit de Jérôme Colombin, un journaliste tech depuis plus de 25 ans. Il a travaillé chez France Info pendant de nombreuses années. Il a été donc le co-créateur de la chaîne Techno, la web TV, qui est ensuite devenue 01net.com ou 01net TV, puis récemment Tech & Co. Et il a également, depuis 1 an et demi, lancé son propre podcast en indépendant qui s'appelle Monde Numérique et qui est déjà un véritable succès. Si cet échange vous intéresse, je vous invite à ajuster votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Florian Beaufreton. Comment vas-tu depuis ton studio parisien ? Écoute, ça va bien. Alors, je ne suis pas tout à fait dans mon studio. Là, je suis dans mon deuxième studio, ou dans mon premier studio, c'est-à-dire chez moi, en fait. Studio maison. Studio maison, voilà, home studio exactement. Donc c'est toujours, c'est un peu le bazar, tu vois. C'est pas très soigné. J'ai pas bien soigné l'arrière-plan. Il faudrait que j'y travaille un peu plus. Voilà, j'ai surtout capitalisé sur le son. Mais effectivement, sinon j'ai un petit espace, un petit lieu, un petit studio maintenant à la Tour Montparnasse. Il faudrait que tu viennes la prochaine fois que tu viens à Paris, tu viendras visiter. Eh ben, ça sera avec grand plaisir. Je suis curieux de voir ton setup, ton organisation. En tout cas, ton podcast, donc c'est Monde Numérique, c'est ça, que tu as créé il y a à peu près un an et demi, 2 ans ? Un an et demi, juin 2021. Bon, j'ai l'impression que ça cartonne en tout cas de ton côté, donc c'est parfait. Oui, je suis content. Ça marche plutôt bien. C'est vrai que je suis en tête sur Apple Podcast dans la catégorie Actu Tech. Suivant les classements que moi j'arrive à récupérer, je suis entre 1, 2 ou 3e. Et puis l'audience a bien progressé. Écoute, je touche du bois. Là, je tourne à peu près à plus de 100 000 écoutes par mois, donc c'est plutôt pas mal. Waouh! Ouais, c'est des chiffres qui font rêver pour un podcast comme le mien. Et on est très très loin de ces audiences. Oui, c'est la qualité aussi. Enfin, moi, je n'ai que des auditeurs de qualité, mais je suis sûr que toi aussi. C'est pas la quantité qui est importante. C'est sûr, c'est sûr. Bon, je t'ai présenté, enfin, j'ai fait une introduction en amont, je t'ai présenté un petit peu, mais est-ce que tu veux quand même te représenter de ton côté avec tes propres mots ? Oui, alors écoute, j'ai l'impression, enfin tout ce que je vais dire, évidemment tu le sais, puisqu'on se connaît de longue date. Moi, je suis journaliste depuis de longues années. J'ai travaillé une trentaine d'années à Radio France, dont 27 ans, je crois, à France Info, où je m'occupais de couvrir le secteur des technologies, et notamment à travers la chronique Nouveau Monde. Le Nouveau Monde qui a duré comme ça pendant des années, qui a changé de forme, qui à un moment était en semaine, le week-end, quotidienne, hebdomadaire, etc., etc. Et puis voilà, donc moi j'ai été biberonné à ça. Au départ, je suis journaliste généraliste. Moi, j'ai couvert des procès, j'ai couvert des manifs, des choses comme ça. Mais très vite, je me suis spécialisé dans la tech parce que c'est vraiment une passion. Et puis en juin 2021, je me suis rendu compte que, ça faisait déjà un moment que je me rendais compte que je voulais faire autre chose. J'ai pas forcément eu la possibilité de le faire à Radio France, malgré plusieurs tentatives. J'essayais de frapper à différentes portes, et puis on me faisait comprendre que non, on avait besoin de moi là où j'étais, pour couvrir la tech au quotidien sur France Info, et donc il n'y avait pas vraiment d'opportunité ailleurs. Du coup, j'ai dit écoutez, vous savez quoi, je vais aller le faire ailleurs. Et voilà, et je me suis lancé en indépendant, et c'est une nouvelle aventure et qui, pour l'instant, je touche du bois, provoque beaucoup de satisfaction.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est après autant d'années, ça doit quand même être difficile de prendre la décision, même si bon, tu as eu plusieurs refus, tu as eu des motivations pour le faire, mais on a, j'imagine, un certain confort aussi, surtout dans des maisons comme ça, comme Radio France. Et puis tu avais une certaine autonomie, une certaine liberté dans tes chroniques, dans tes choix d'invités, voilà, dans ta ligne éditoriale. Ça a dû être quand même, j'imagine, pour toi une situation particulière à vivre. Oui, alors c'est vrai que j'avais beaucoup de confort. L'ancienneté, le fait que j'étais un peu un électron libre, que j'étais un peu seul sur mon secteur. On va dire que j'étais bien traité, et j'avais beaucoup de liberté, et ça, je l'ai apprécié pendant de longues années. Mais si tu veux, on est tous fait pareil, je crois. Enfin, et au bout d'un moment, la routine devenait plus pesante que cette liberté que, par ailleurs, j'appréciais. Mais j'avais vraiment envie d'autre chose. Et puis, voilà, il n'y avait pas beaucoup de qu'est-ce que j'allais faire, ma chronique jusqu'à la retraite et puis un pot de départ et bye bye. Non, j'avoue que j'avais un peu l'ambition de tenter un peu de nouvelles aventures. Alors, il faut dire que j'avais quand même bien pris mon élan avant, et notamment avec une partie que tu connais très très bien, puisque c'était la chaîne techno. Et c'est vrai que parallèlement à France Info, et parce que aussi Radio France m'avait laissé la liberté de faire ça, parallèlement, eh bien, il y a eu l'aventure, la chaîne techno avec François Sorel et avec toi. Et donc, on avait expérimenté plein de choses, et tout ça, ça compte dans la tête. Ça montre qu'on peut faire des choses en indépendant, qu'on peut innover, qu'on peut même des choses pratiques. Voilà, on peut monter des contenus qui économiquement vont être viables, etc., etc. Et ça m'a énormément servi dans ma décision, et ça me sert aujourd'hui dans ce que je fais au quotidien pour Monde Numérique, en fait. Ouais, parce que pendant une dizaine d'années, globalement, tu as eu une sorte de mix entre entrepreneur, consultant, enfin, je sais pas comment on peut l'appeler avec la chaîne techno, 01net.com, etc. Et puis aussi, on va dire, même en tant que journaliste à France Info, tu étais intrapreneur dans le sens où tu avais quand même la liberté de choisir un peu ce que tu voulais finalement. Donc, ça s'est fait Ouais. assez euh, facilement, cette transition. Enfin, je veux dire, le côté entrepreneur, tu l'avais déjà, en fait, depuis pas mal d'années. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense que je l'avais déjà sans forcément m'en rendre compte, d'ailleurs. Parce qu'au contraire, moi, je pensais que j'étais pas du tout entrepreneur, et puis finalement, j'étais pas forcément plus mauvais que les autres. J'avais surtout cette envie de toujours faire des choses en plus, des choses différentes. La chaîne techno nous a permis de tester plein de trucs. Il y avait un directeur à France Info, c'était l'avant-dernier directeur que j'ai connu. Quand je discutais avec lui, voilà, de ce que je voulais faire, machin, il me dit, de toute façon, tu sais, Jérôme, moi, les gens comme toi, je suis sûr qu'un jour, tu vas nous dire bye bye et tu vas partir monter ta boîte. Mais quand il m'a dit ça, j'ai pas compris. J'y étais pas encore, si tu veux. J'avais pas encore, parce que tout ça, c'est un cheminement mental, hein, surtout. Et j'avoue que je pense qu'il l'a deviné avant que moi je m'en rende compte. Mais après, c'est une petite musique qui, du coup, a fait son chemin dans ma tête. C'est drôle, ce genre de choses comme ça. Dans un parcours de vie, il y a des trucs que tout d'un coup, on te dit, tu comprends pas forcément, et puis petit à petit, tu t'aperçois à quel point c'est important, finalement. Ouais, comme quoi, même après autant d'années de carrière, on peut encore être surpris et on peut encore découvrir et faire de nouvelles choses. Oui, 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 tout à fait. Après, bon, moi, j'ai des collègues qui sont encore à France Info, qui sont même de ma génération, et qui s'éclatent et qui prennent beaucoup de plaisir. Voilà, moi, j'étais arrivé à saturation, mais ça veut pas dire que tout le monde fonctionne de la même manière. On continuera un petit peu cette discussion autour de ton nouveau projet, on va dire, avec Monde Numérique. Mais avant ça, je voulais revenir un petit peu au tout départ de notre histoire, encore une fois, avec des guillemets. Est-ce que tu te rappelles de la première fois, de notre première rencontre, en fait? Oui, tout à fait. Ah bah oui, je m'en souviens, c'était chez moi, en fait. Oui, qui était, c'est là où la chaîne techno était chez moi. Puisque j'avais consacré une pièce, c'est une pièce qui était consacrée, qui était un bureau, et où moi je travaillais quand j'étais seul, où François venait quand on faisait des vidéos, et où effectivement je t'avais reçu la première fois
que tu es venu. Et c'était malin, t'étais fort parce que c'est toi qui avais sollicité le truc. Tu nous avais contacté en disant ouais, voilà, je vous regarde. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un stagiaire? Bon, on en avait parlé ensemble avec François, on savait pas trop, et puis on s'est dit bah écoute pourquoi pas, et tu es venu et je me souviens très très bien, alors t'étais tout jeune, tout timide, c'était mignon tout plein, mais t'étais très sympa et on sentait que t'avais vraiment la niaque, que t'avais envie de faire des trucs, que tu connaissais bien. C'était pas venu, c'était pas une démarche parmi 10 000 démarches. On sentait que tu regardais nos vidéos, tu appréciais, et tu avais vraiment envie de t'investir là-dedans. Et je trouvais que c'était très, ouais, c'était vraiment bien d'avoir poussé cette porte. Et après, bah, on a essayé de te faire de la place, voir comment tu pouvais t'insérer dans le truc. Et alors, je pense que je vais te dire aussi, j'ai des remords. Je pense que j'étais dur avec toi parfois. Peut-être pas au début, parce que voilà, on était plutôt sympa, mais je me souviens d'un voyage qu'on avait fait ensemble, je sais plus où c'était, je sais plus où c'était, aux États-Unis ou je sais plus où. Et t'étais malade ce jour-là, et moi je te forçais à tourner, etc. Je voulais que tu tournes tout le temps. Enfin, tu te souviens pas de ça? Non, je ne me bah, rappelle pas d'avoir été malade sur un tournage. Tant mieux. Non, t'étais malade, t'avais la crève, t'avais la grippe ou je sais plus quoi, okay. en fait. Voilà, c'est ça. Et bon, alors, je pense pas être non plus un tortionnaire, mais ce jour-là, je sais pas, je trouvais que ça bougeait pas assez. Bon, t'étais enrhumé. Alors, si t'étais resté couché, bah, tu serais resté couché, mais t'étais avec nous, donc il fallait y aller à fond. Et voilà. Puis bon, moi, j'étais un peu chiant, quoi. J'étais un peu formaté France Info, et je voulais que la caméra soit toujours en train de tourner pour avoir ce qui est important, mais aussi pour avoir les à côté, pour ne rien rater. Enfin, on était boulimique, puis on partait dans tous les sens. On testait plein de formats différents. Enfin, il me semble bien t'avoir un peu maltraité. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais je me souviens d'une fois, une après-midi en particulier, où j'avais dû être un peu dur. Donc voilà, avec le recul, je te présente mes excuses, Florian. Bah écoute, je t'en veux pas du tout parce que je m'en rappelle pas. Donc autant te dire que ça m'a pas marqué autant que ça. Oui, ça a peut-être pu arriver une fois, mais en vrai, je t'en ai jamais tenu rigueur, en tout cas. Bah écoute, tant mieux. Mais alors justement, par rapport à la chaîne techno, donc ouais, moi je vous regardais déjà avant même de vous solliciter pour un stage à l'époque, mais comment est née la chaîne techno en fait? Parce que vous étiez des journalistes radio avec François. Ouais. Comment cet aspect vidéo est rentré un peu dans l'histoire, et comment vous vous êtes débrouillé au départ pour tout faire en fait? Alors, je vais te la faire courte, mais en fait, l'histoire est assez simple. On n'a pas commencé par la vidéo, on a commencé par de l'audio, et on a commencé par des podcasts. En 2008, pour être précis, parce que ça, c'est une date que je note à chaque fois. Je suis obligé moi, j'ai pas de mémoire, donc je suis obligé de voir. En 2006, on avait lancé un podcast qui était en fait c'était un partenariat avec Cisco, la marque Cisco. C'était du brand content, mais on n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Et on faisait le podcast Cisco Dialogue, où on se retrouvait toutes les semaines, on enregistrait une conversation, François et moi, sur la technologie. Et puis après, l'audio marchait bien, il avait créé sa petite communauté, mais c'est 2006, il n'y avait pas tous les podcasts qu'il y a aujourd'hui, il y avait surtout des podcasts américains, il n'y avait pas beaucoup de podcasts français, il y avait quelques podcasts francophones, surtout du Québec, etc. Enfin, je voudrais pas vexer aussi des podcasteurs français qui ont peut-être démarré dans ces eaux-là, mais bref, c'était quand même moins fourni qu'aujourd'hui. Et puis après, de l'audio, on en est venu assez vite à la vidéo. En fait, je crois que c'était Cisco qui nous avait dit c'est sympa, vous pouvez pas le faire en vidéo. Et puis, on était dans un cadre qui était quand même assez sérieux, parce que je me souviens qu'il y avait une agence de communication qui était là, une grosse agence qui nous a aidé à mettre ça en place. À trouver le nom, je crois, à faire des identités visuelles. Bon, et puis après, on a commencé à faire des vidéos. Autant te dire que c'était pas joli quand même, les vidéos. On faisait des trucs, c'était un peu merdicos. Et en 2007, on a créé la chaîne techno en tant que structure pour faire ça, ou pour faire des vidéos sur YouTube à ce moment-là. Parallèlement avec Cisco, on avait intégré les deux, etc. Et puis de fil en aiguille. Non, et on a créé la société, la chaîne techno en 2008.
Et puis ensuite, jusqu'en 2013, on a été racheté par Altis et c'est devenu 01net TV. Et ensuite 01 TV et aujourd'hui Tech Co. Ça s'appelle la chaîne Tech Co. Oui, ça a pas mal c'est comme ça qu'on est passé de l'audio à la vidéo. Je sais pas si ça répond à ta question. Mais comment on avait créé la chaîne Techno en fait, donc je me souviens, Cisco m'avait contacté, m'avait suggéré, m'avait proposé de faire un podcast. J'en avais parlé à François Sorel. Et il me dit, bah écoute, et pourquoi on ferait pas ça à deux? J'en discutais pour avoir son avis. Il me dit, tiens, on pourrait peut-être faire ça à deux. Je dis, bah ouais, super, etc. Parce qu'on était déjà copains, on se voyait sur tous les voyages de presse. Et c'est comme ça qu'on a démarré ensemble, en fait. Parce qu'on s'est encouragé l'un l'autre, on savait pas trop. Moi, j'aurais jamais osé. Pourtant, j'étais déjà installé dans la vie. Voilà, j'avais un boulot à France Info. Mais je pense que j'aurais pas osé lancer tout seul ma chaîne ou mon podcast à l'époque. J'étais trop timide ou je sais pas. Voilà. Et le fait d'être à deux nous a beaucoup aidé. Et alors, on s'est beaucoup apporté mutuellement parce qu'on est assez différents. On est sur deux radios différentes, mais on faisait pas exactement le même métier. François, il vient plus de l'animation, tu vois. Il a un côté animateur très fort. Il est très doué pour, faire de l'ambiance, faire des émissions sympas et tout. Moi, j'ai un côté très journalistique. Pur et dur, j'écris beaucoup et j'écrivais et j'écris encore. Chaque mot est pesé, chaque phrase est à France Info, tu rigoles pas. T'as 2 minutes, tu fais une chronique de 2 minutes, chaque mot est important, chaque virgule est importante, chaque respiration est importante ou presque. Alors que quand François, il animait déjà De quoi je me mêle, qui est une vieille émission, et il était déjà sur des formats d'1 heure. Donc 1 heure, tu écris pas 1 heure d'émission. Donc tu es beaucoup plus dans l'animation. Et donc c'est vraiment deux manières de travailler différentes qu'on a mises en commun. C'était pas facile parce que moi parfois je lui imposais une rigueur qui le gonflait. Lui, il m'imposait un côté youpla boom qui me plaisait pas. Mais en fait, l'un et l'autre, on s'est apporté énormément finalement. Il y a un format dont je me rappelle vraiment parce que j'étais fan à l'époque et je l'écoutais sur iTunes. Moi, j'étais pas sur YouTube, je téléchargeais sur iTunes vos émissions. Ouais. Et il y avait le Talk iPhone. Et ça, pour moi, c'était le programme, c'était mon programme favori. Ça parlait d'Apple à l'époque, j'aimais déjà bien. Et puis, je trouvais ça malin, le fait de faire un podcast audio, mais d'avoir une petite virgule sonore qui permettait de savoir qu'il y avait un visuel à aller regarder sur l'écran à ce moment-là précisément. Soit une petite vidéo, soit une photo, une image, peu importe, d'un produit. Je trouvais ça tellement sympa. Vraiment. Mais ça, je pense que c'était déjà sur YouTube. Ah, peut-être, mais moi je le regardais, je sais que c'était sur iTunes à l'époque, parce que en plus, j'avais une très très mauvaise connexion internet chez mes parents à l'époque, que je pouvais pas regarder en streaming. Il fallait que je télécharge avant et que je regarde ensuite. Sinon, la qualité était horrible. Et donc, ce format-là m'a vraiment marqué. Et d'ailleurs, je suis triste que ça n'existe plus ou que ça n'ait pas duré aussi longtemps. Parce que c'était vraiment. Si tu savais le nombre de gens qui nous ont demandé, réclamer le Talk iPhone quand on a arrêté, etc. Et oui, le Talk iPhone, c'était 30 minutes d'émission consacrée à l'univers iPhone. Et notre ambition, ça aurait été de faire aussi un Talk Android. Mais c'était beaucoup de travail et puis on voulait pas trop le dire, mais on était beaucoup plus iPhone qu'Android. Donc voilà, c'était plus facile pour nous parce que chaque semaine il y avait des nouveautés qu'on découvrait, il y avait des trucs à raconter, etc. Android, il aurait fallu vraiment qu'on bosse 2 fois plus, c'était pas notre truc. Et en même temps, on n'était pas forcément super à l'aise parce que encore une fois, on était journaliste, donc si tu veux, une certaine obligation de neutralité, etc. Et là, on servait la soupe, mais on faisait un programme qui portait le nom d'une marque commerciale, d'un produit commercial. Donc, ça nous posait un petit peu des états d'âme. Et pourtant, avec le recul, je trouve qu'effectivement, c'était plutôt malin, c'était rigolo. Ouais, mais clairement, c'était Et il y avait le répondeur aussi, où vous permettiez à des gens de poser des questions. Ouais. Et ça, je trouvais en fait, il y avait plusieurs petits concepts à l'intérieur de ce format que je trouvais déjà à l'époque, mais il n'y en avait pas beaucoup, mais tellement intelligent au final, qui permettait d'avoir de l'interaction, d'engager les gens à regarder aussi de temps en temps. C'était vraiment cool.
Ah, bah, c'est cool que tu gardes ce souvenir-là. Ouais, c'était super. Le répondeur du Talk iPhone, les gens nous envoyaient plein de messages. Je me rappelle d'une certaine Génial. Nathalie, dont la voix Ah faisait oui, craquer oh là, beaucoup de gens. oui, c'est vrai, Nathalie avait une voix d'enfer. Je sais pas qui c'était, mais elle envoyait des super messages. Ouais. Et après, comme on lui avait dit qu'elle avait une belle voix, elle en rajoutait, elle faisait des messages de plus en plus suaves, avec une voix de plus en plus suave. Il faudrait que. Mais je pense que ça doit être encore disponible sur YouTube, ces trucs-là. Ouais, alors je sais pas si on est écouté sur les réseaux sociaux en général, mais sur YouTube, j'ai vu une chaîne ça datait d'il y a 9 ans, le post, et c'était remis comme un short sur YouTube, et c'était un extrait du Talk iPhone, justement. Et je suis tombé là-dessus, la semaine dernière. Alors, je pense qu'on est écouté et qu'ils savaient que j'allais faire un podcast avec toi. mais je suis retombé là-dessus, ça m'a fait beaucoup rire. Je vois le Talk iPhone épisode 13, il y a 12 ans. Ouais. Ça n'a pas été un succès, 606 vues. Celui-là, c'était pas terrible. Le Talk iPhone épisode 15, il y a 12 ans. Ah ouais, tu vois, je vais re-regarder, c'est rigolo. Et tu le mentionnais tout à l'heure, mais c'est vrai que parler d'une marque en particulier, et surtout d'Apple, est-ce que c'était quelque chose vraiment où vous étiez ouvertement critiqué, ou c'était juste vous qui vous mettiez un petit peu la pression par rapport à ça, en tant que journaliste? Les deux. On se mettait un peu la pression en tant que journaliste et on était critiqués, ouais. Alors, pas les gens qui écoutaient, parce que les gens qui écoutaient, c'est qu'ils venaient chercher du contenu Apple. Mais après, on nous a toujours trouvé trop pro-Apple, trop pro... ce qui est pas faux. C'était... j'ai des souvenirs peut-être un peu flous de tout ça, mais en effet, inévitablement, il y avait une sorte de parti pris, même si, encore une fois, on s'en défendait et on voulait essayer de voir. On a couvert aussi des keynotes Google, on a couvert des lancements de produits Android, on s'est beaucoup intéressé. Le premier Android, moi je me souviens très bien, il y avait eu j'ai deux gros souvenirs par rapport à Android. La première fois que Google a annoncé officiellement qu'ils allaient faire un OS pour smartphone, c'était à la veille ou l'avant-veille du Mobile World Congress de Barcelone où on était, et moi j'ai fait tous les stands parce que je savais qu'ils étaient cachés dans un coin, et j'ai trouvé un proto d'un truc Android. C'était des mecs de Google ou pas de Google, enfin je sais même plus qui c'était. Et ensuite, c'est la première fois qu'il y a vraiment un smartphone Android qui est sorti, qui était un HTC, mais je sais plus s'il s'appelait HTC à l'époque, ou il devait avoir un autre nom. Et on avait couru avec François voir je sais plus qui avait réussi à en rapporter un de l'étranger, et on était comme des fous. Mais bon, iPhone, qu'est-ce que tu veux? C'était le premier. Ils avaient souvent un cran d'avance. Il y avait ce côté, il y a toujours ce côté ultra fluide, etc. Entre-temps, moi, je suis passé sur Mac, alors qu'au départ, je n'étais pas du tout macophile. Ah, c'est vrai que toi, alors c'était paradoxal parce que tu étais à fond sur les iPhones, à l'époque, en appareil mobile, et par contre, tu étais vraiment Windows, quoi. Ah, j'étais sur Windows, j'étais à fond sur, mais quand on s'est connus, je pense que t'étais encore sur Windows. Oui, je construisais mes PC tout seul. J'avais ma grosse tour que j'avais montée moi-même, je changeais la carte graphique tous les 6 mois, etc. Et j'étais complètement PC. Et un jour, pas un jour, mais un moment, j'ai piqué. J'en ai eu marre de Windows, non pas du monde PC, parce que j'aimais bien ce côté bricolage, mais en même temps, je me rendais compte que c'était pas, ça faisait des machines qui consommaient plus, qui n'étaient pas forcément hyper optimisées, qui étaient pas ultra fiables sur la durée, etc. Et puis surtout, j'ai eu une overdose de Windows. Ce qui m'a le plus dégoûté de Windows, c'était toutes les saloperies qu'on ramassait par Internet. Tous ces trucs qui venaient, même quand tu essayais d'avoir un comportement clean, de pas aller sur des sites bizarres. Alors, on allait un peu sur des sites bizarres parce que c'était parallèlement la grande époque des téléchargements de musique, puis de films, etc. Donc, on allait sur des sites bizarres, aussi bien François que moi. On va pas se mentir. Mais du coup, on ramassait des cochonneries à n'en plus finir. Il y avait des spyware de tous les côtés, et le système fonctionnait pas bien. C'était pas homogène. Et ouais, après, un jour, j'en ai eu ras-le-bol. Je me suis acheté un Mac pour voir.
J'ai aussi complètement cédé au marketing Apple. Je trouvais que ces boutiques étaient magnifiques et j'en avais marre de rentrer dans des Apple Store et de ne rien pouvoir acheter. Et du coup, j'ai complètement viré ma cutie et un jour, j'ai dit allez, c'est fini. Moi, j'ai connu l'informatique quand il fallait bidouiller pendant une journée pour reconnecter une imprimante à un ordinateur. Ok, c'est bien, c'était super, on l'a fait, c'était la seule solution à l'époque. Mais aujourd'hui, à l'époque, quand je suis passé sur Mac, il y avait moyen de se rendre une vie numérique beaucoup plus cool. Si tu veux, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, l'informatique pour bidouiller, pour se faire plaisir, ça va, j'ai donné, ça fait 30 ans que je fais ça. Maintenant, je veux avoir que du plaisir et de la productivité. Je veux rien d'autre. Et le reste m'intéressait plus. Et c'est pour ça que je suis passé sur Apple, en fait. OK. J'en suis jamais revenu. Alors ça donne quoi aujourd'hui la vie numérique de Jérôme Colombin? Est-ce que tu as une maison connectée avec plein de capteurs partout? Est-ce que tu as optimisé avec un NAS ou quelque chose comme ça pour stocker tes données? Comment ça marche? Parce que je vois que derrière toi, pour ceux qui ne nous voient pas en vidéo, je décris un petit peu le décor de Jérôme Colombin. Il y a une bibliothèque à l'arrière avec plein de livres. Je vois que tu n'es pas complètement passé au dématérialisé avec une Kindle et tout ça. Tu as quand même beaucoup de papier chez toi. Oui, ouais. Alors, je vais te dire, en fait, là, je suis dans une pièce qui était anciennement la chambre de mon fils. Mon fils est partant, ayant quitté la maison pour aller mener sa vie, grande vie aux États-Unis. Voilà. Donc, et il m'a laissé tous ses bouquins. Donc, en haut, c'est tous ces One Piece ou je ne sais quoi, des mangas que moi j'ai jamais lus de ma vie. En bas, là, c'est des livres d'informatique. Ça, c'est mon bouquin. Donc, je me fais ma pub. Là, c'est des bouquins il doit y avoir des bouquins que j'avais reçus. Il y a beaucoup. Ça doit être que du, je sais pas quoi. Il y a que des trucs d'informatique. Là, et en dessous, tu as des livres de programmation parce que lui, il est développeur. Donc, tu as des trucs de C++ et compagnie. Et puis il y a des jeux vidéo et encore en dessous il y a ces cours de maths, je pense. Voilà, donc c'est un peu le bazar, c'est pas très beau. Et pour répondre à ta question sur ma maison, oui, je reste hyper geek, mais je dois avouer que ça, comment dire, sans doute un peu moins qu'à une certaine époque. Alors ouais, moi j'ai eu ma grande époque maison connectée. Oui, je me rappelle. Ouais, avant les assistants vocaux. Donc c'est pareil. Il y a beaucoup de trucs comme ça que j'ai adopté, mais un peu en avance de phase. Et du coup, j'ai bien galéré, quoi. Je te parlais de l'informatique où il fallait galérer pour brancher une imprimante. Après, j'ai connu la grande époque des media players. C'était pour jouer ses vidéos de son disque dur sur sa télé. J'ai tout fait, tout essayé avec des fibres optiques qui traversaient l'appartement. J'ai eu je ne sais combien d'ordinateurs connectés sous la télé, à côté de avant que Microsoft, je crois, lance un truc tout fait, facile à utiliser, et avant qu'il y ait les consoles de jeux qui fassent ça, avant que les box opérateurs fassent ça. Et du coup, quand les copains venaient à la maison, je leur dis regarde, tu vas voir les photos, la vidéo, ça marchait jamais. C'était le jour où ça plantait. Et après, j'ai eu, il y a quelques années, le déclic sur la maison connectée. Donc, j'ai acheté une box, c'est une box domotique, et j'ai commencé à tester des trucs, mais vraiment à tester. C'est-à-dire que c'est complètement éclaté et disparate comme installation. J'ai mis des capteurs pour les lumières, j'avais mis des capteurs sur toutes les fenêtres, j'avais mis des capteurs sur les radiateurs, sur le truc. Petit à petit, j'ai un peu enlevé quand même tout ça parce que il faut changer les piles, le truc c'est désappairé, ça déclenche des scénarios. J'avais la box qui me parlait aussi tous les 4 matins, qui me disait la fenêtre du salon est restée ouverte depuis plus d'une heure, etc. C'est moi qui avais programmé ces trucs-là, mais au bout d'un moment, ça me causait plus de stress qu'autre chose. Bon, aujourd'hui, je suis revenu à des choses assez simples. C'est toutes les lumières connectées, tout avec Alexa, des interrupteurs sans fil un peu partout, ça c'est pas mal. Et ma famille adore. Je pense que ma femme et mes enfants ne savent plus où sont les vrais interrupteurs. Ah ouais. Ils ne savent plus. L'inconvénient, c'est dès que je pars et qu'il y a un truc qui se dérègle, ils peuvent passer 4 jours avec les lumières allumées, quoi, parce qu'ils ne sauront plus les éteindre. Ou alors, ils les éteignent pas comme il faut, etc. Mais ouais, j'ai des trucs un peu partout, mais je pense que je vais un peu faire du nettoyage technologique parce qu'il y a trop. Tu peux pas commencer à mélanger tous les protocoles du Z-Wave, du N-Ocean, du Zigbee, du truc, du machin.
c'est un peu galère au bout d'un moment. Ouais, on a eu des sujets justement sur le podcast par rapport à la maison connectée. Et dans le podcast, on a Abdel qui est, on va dire, un spécialiste de ce milieu-là. Et on essaie toujours de comprendre pourquoi il n'y a pas un vrai standard, même si Matter maintenant, il y a Matter. C'est même pas encore sûr et certain que ce soit parfait. Il n'y a pas de solution simple en fait. Je veux dire, si on veut une maison connectée de A à Z, ça a l'air tellement compliqué pour une personne, on va dire, oui, mais tu sais pourquoi lambda. Pourquoi? Parce que c'était un marché, un terrain vierge où chaque acteur a essayé de mettre son grain de sel et avec le rêve secret d'imposer son standard. Le pire, c'est les fabricants de chauffage et les fabricants de volets qui ne viennent pas du monde de l'électronique, qui viennent du monde du chauffage et des volets, mais qui ont bien compris qu'il fallait qu'ils aillent un peu vers le numérique, qui aujourd'hui commencent à comprendre qu'il faut qu'ils aient du Matter, etc. Mais tu as des grandes marques, pour ne pas les nommer, Somfy ou autres, qui avaient imposé leur mainmise. Et il fallait que tout le monde se plie à ces trucs-là. Et ils étaient absolument pas ouverts, avec des protocoles pas ouverts, avec des solutions pas du tout. Alors maintenant, ça a changé. Somfy a une box qui permet de piloter pas mal d'appareils et tout. Mais moi, au début, quand j'ai voulu connecter mes volets roulants, mais quelle galère! Ça m'a pris des années. Et puis, je comprenais pas et tout. En fait, c'est simplement que c'était impossible. Ils n'étaient pas faits pour ça et il y avait pas moyen. Et j'en voulais énormément aux fabricants. Et je me souviens, j'avais communiqué avec, c'est une marque très connue qui s'appelle Bubendorf, qui est une très bonne marque de volets. Et oui, le type, il m'expliquait, ah bah oui, alors soit vous changez tous vos volets, je dis bah voyons, bah bien sûr, soit au moins vous en rajoutez un qui va piloter les autres, ça va vous coûter au moins 1 500 €. Enfin bon, c'est alors qu'il y a des capteurs, il y avait des capteurs à 50 €, enfin des actionneurs normalement qui auraient dû marcher, mais tout était fait pour que ça marche pas. Heureusement, ça évolue quand même. Ça a quand même bien évolué. Ouais. Maintenant, on a un autre problème, c'est celui des data perso, des brèches de sécurité, etc. etc. Ouais. Alors justement, tu vas un petit peu sur ce sujet-là, mais on est en 2023. Quelles sont les technologies qui te passionnent en ce moment? Quels sont les projets ou les produits qui t'excitent un peu plus que d'autres? Alors, tu me connais, moi je suis assez bon public et j'ai un peu sauté sur tout ce qui bougeait. Moi j'étais bien excité aux annonces du métavers, les trucs de métavers. Même si, comme beaucoup, j'ai pas envie de passer mes journées dans un monde virtuel et avec un casque sur les yeux. Mais par exemple, avec François Sorel, on a fait des essais avec Oculus, les trucs de Facebook, de Meta, enfin ça s'appelait Facebook à l'époque, Workrooms, c'est-à-dire où tu fais des réunions virtuelles en avatar avec le casque Oculus. Franchement, je trouvais que c'était bien et en plus, on a fait ça au moment du Covid ou après le Covid et on se disait, waouh, mais c'est quand même 100 fois mieux que la visio avec les petites vignettes. C'est moche, c'est fatigant, etc. Là, on est dans un truc beaucoup plus immersif. Bon, après, tout le délire de Mark Zuckerberg, on voit bien que ça prend pas une très très bonne tournure. On peut se poser des questions. Je pense pas que le métavers apportera que des bonnes choses, mais je pense que le métavers sera peut-être quelque chose de nécessaire dans quelques années, nécessaire pour plein de trucs. Par exemple, les services publics. Aujourd'hui, tu veux refaire ton passeport, ton machin, etc. Alors maintenant, on a des sites web qui sont à peu près convenables. À peu près. Ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était une tannée, les sites administratifs. Et puis encore avant, il n'y en avait pas du tout. Mais je pense que, par exemple, pour la relation avec les administrations, le métavers pourrait être un truc pas mal, qui en plus faciliterait la chose à des gens qui n'ont aucune maîtrise du numérique, genre des personnes âgées, des personnes handicapées, des gens pour lesquels cliquer sur un menu, aller dans un sous-menu, c'est pas intuitif, c'est pas facile. Ben là, on peut réintroduire un peu de ludique et un peu de logique et de bon sens en termes d'interface.
Après, si demain, à cause du réchauffement climatique, on peut plus voyager ou on en est réduit à voyager, à faire un minimum de voyages, le métavers sera peut-être une porte de sortie quelque part. On peut trouver ça triste. Bien sûr que moi aussi, je préfère aller en vrai dans un pays, mais tout le monde ne se déplace pas dans des pays en vrai. Hein, et c'est voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent être sympas. Mais après, si on regarde le film Ready Player One, ben voilà, on se dit que c'est l'apocalypse. C'est pas gai, c'est triste. Enfin, il y a une espèce de perte de contrôle totale au profit du virtuel. Bref, tout ça pour donc le métavers, c'est quand même un truc qui est assez séduisant. Après, moi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps sur l'informatique quantique. Où il y a pas mal de... C'est intéressant parce que c'est un vrai nouveau territoire à conquérir, mais on est quand même très loin de ce qui fait notre quotidien numérique d'aujourd'hui. Et l'informatique quantique, c'est plus une histoire de physiciens et de chimistes que d'informaticiens aujourd'hui. C'est un peu plus comme ça. Et puis l'intelligence artificielle, ça indéniablement, depuis notamment ChatGPT, depuis... récemment les annonces de Google et de Microsoft, je pense que c'est un vrai tournant dont on mesure pas encore les conséquences et la dimension entière, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ouais, je pense que c'est une révolution. En fait, dans le sens où ça devient accessible au grand public et c'est dans un format utilisable par tout le monde. Exactement, c'est ça. Je pense que pour les connaisseurs, pour les gens qui étaient dans ce milieu-là depuis des années, c'était déjà utilisable en tant que tel. Oui. Mais pour toi et moi, c'est devenu tellement simple et c'est impressionnant en fait. Ouais, donc, bien sûr. Donc oui, clairement, et ça fait peur à beaucoup de gens de ce que je peux voir sur des contenus sur les réseaux sociaux, etc. Et pour certains, c'est la fin du monde, quoi. Donc c'est assez marrant de voir les gens optimistes et les gens qui regrettent déjà que ça existe en fait. Que ça existe, ouais. Mais bon, tu sais, il y avait la même chose au début d'Internet, au début des réseaux sociaux, au début du téléphone portable. À chaque fois, tu as une réaction comme ça. Et comme je dis toujours, on remettra pas le dentifrice dans le tube. Hein, on va pas désinventer l'intelligence artificielle. Donc, on est obligé maintenant de faire avec. Et il faut s'en saisir. C'est vraiment une nouvelle ère de l'informatique qui commence et il faut s'en saisir pour pas justement que ça nous échappe et pour qu'on soit pas complètement analphabète par rapport à ça. Et ChatGPT permet ça. C'est ça que ça apporte, c'est que n'importe qui peut commencer à voir un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire avec. Cet après-midi, avant qu'on se parle, là, j'étais à TF1. J'étais au siège de TF1. Alors, je sais pas quand est-ce que tu prévois de mettre en ligne ce podcast, mais je vais faire du teasing pour mon podcast. Donc, j'ai fait une interview qui passera samedi prochain de Yannick Cazard, qui est le journaliste qui traite les sujets technologiques sur TF1. Donc voilà, on a une connexion particulière parce qu'on s'occupe de la même matière, du même sujet, mais surtout j'allais le voir parce que ils font des trucs fabuleux en termes animation 3D. Je sais pas si tu as regardé ou pas déjà, mais je t'invite à le faire. Ils font des sujets magnifiques avec pour montrer, par exemple, là il était en train de préparer pour dimanche un sujet sur le robot Curiosity qui est sur Mars, avec une animation du robot, lui-même apparaît dans un décor martien, etc. Et tout cela mixé avec le studio de télé et avec la présentatrice du journal qui est à côté. Donc, parce que les effets spéciaux entre eux, bon, si tu joues aux jeux vidéo, si tu vas au cinéma, tu as déjà vu ça. Mais là, on parle de sujets d'actualité, d'information. Et ils mettent beaucoup de ressources. Et ils peuvent mettre jusqu'à plusieurs semaines pour créer ce type de sujet. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que dans la conversation, Yannick me dit, mais tu sais que moi, je commence à travailler avec ChatGPT. Je dis, ah bon? Elle me dit, ouais, je demande à ChatGPT de me donner des idées de sujets. Et donc, il le brief, il explique qui il est, ce qu'il fait, etc. Et puis après, il fait des requêtes et il dit, bon, qu'est-ce que tu pourrais me proposer comme idée de sujet qui correspondent à ce que je fais, etc. Et il me dit, j'ai eu des suggestions vraiment intéressantes. J'ai eu des trucs bidons, mais j'ai eu des trucs très intéressants.
et notamment des sujets qu'il va creuser parce que ça l'a. Alors, il s'agit pas de tout prendre pour argent comptant. Après, il faut aller vérifier, etc., etc. Mais voilà, donc et il y a mille métiers dans lesquels on peut aujourd'hui s'approprier ChatGPT. Ouais, c'est un outil clairement pour faciliter son métier en fait. C'est pas forcément pour nous remplacer, c'est pour nous aider. Je pense qu'il faut le voir comme ça, c'est le plus important. Mais ça va remplacer les gens qui étaient monotâches, qui faisaient que de pisser de la copie. Mais même un journaliste, par exemple, dans le travail de journaliste, il y a une part d'écriture. Mais la partie écriture, mettre des phrases bout à bout, ce n'est qu'une partie du travail. Et à la limite, c'est pas forcément la plus valorisante ou la plus voilà. Et ben ça, si tu peux le déléguer à un ordinateur, c'est pas plus mal. Et toi, tu fais d'autres choses. Ça te permet de te dégager du temps de cerveau disponible pour penser au sujet, pour mieux réfléchir. Moi, je le prends vraiment comme un élément d'accélération de plein de métiers. Ça va peut-être supprimer des tâches de certains métiers, oui. Mais il faudra qu'on vienne me montrer vraiment les métiers qui disparaîtront du fait de ChatGPT. Alors, il y en aura, mais ce seront des métiers très, très monotâches quelque part. Tu m'as parlé de 2-3 sujets que tu avais fait dans Monde Numérique, donc ton podcast. Quel est ton projet avec Monde Numérique? Vers quoi tu veux que ça tende? Parce que moi, je pense avoir une petite idée, mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur le futur de Monde Numérique notamment? Ah, tu as une petite idée? Dis-moi. Moi, je pense à un média complet, pas seulement de l'audio, pas seulement des formats en podcast. Ouais. En sachant que tu as déjà commencé à lancer une radio en ligne, mais je vois plus derrière tout ça, quoi. Oui, très honnêtement, oui, moi j'avance pas à pas, tac, tac, tac. Encore une fois, comme on l'a toujours fait, notamment du temps de la chaîne techno. J'ai pas forcément une stratégie bien définie. Je voudrais que ça prenne de l'ampleur. Après, je te cache pas que j'ai pas envie, pour des raisons aussi qui sont personnelles, hein, d'âge, etc. J'ai pas envie je vais pas lancer ma start-up, je vais pas constituer une équipe de 15 personnes. Enfin, je crois pas, parce que je pense que je sais tout à fait que c'est beaucoup de choses super, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'éclate, mais c'est aussi beaucoup de problèmes. Donc, pour l'instant, au maximum, je continue à faire ce que je fais. Oui, je voudrais continuer à améliorer Monde Numérique. Ce que j'aimerais, c'est effectivement faire monter l'audience, offrir plus et enrichir toujours le contenu et arriver à satisfaire au maximum les gens qui écoutent et à leur apporter quelque chose qu'ils ne trouveront pas forcément ailleurs. Je ne sais pas quoi, parce qu'il y a la concurrence est rude, malgré tout. Donc, je pense tout le temps à des nouveaux formats, des nouvelles choses, des nouveaux canaux de distribution. Ce qui est passionnant, c'est que c'est un truc qui se joue sur deux jambes. Tu as le fond et la forme, en quelque sorte, ou en tout cas, tu as le contenu et le contenant. Et moi, je suis complètement sur les deux. Donc, tu parlais de la web radio que j'ai lancée. Pourquoi j'ai lancé une web radio? La vraie raison, c'est que parce qu'on pouvait le faire. J'ai découvert, voilà, j'ai vu qu'on pouvait le faire. J'ai dit, alors je vais le faire alors. Pourquoi pas? C'est rigolo. Et puis, je ne sais pas trop ce que ça va déboucher, sur quoi ça va déboucher. Alors, en fait, là, je pense que ça va déboucher sur quelque chose d'autre, mais je peux pas je vais pas le dire tout de suite. C'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est un truc qui pourrait être assez sympa. Et puis, sur le fond, c'est un peu ce que je disais, c'est quel type de sujet traiter. Parfois, je me dis que je fais des interviews je veux faire des interviews qui sont pas exactement les mêmes que celles qu'on va faire, par exemple, sur Tech & Co avec François, ou qu'on pourrait. Et en même temps, je veux pas non plus aller vers des trucs trop compliqués. Parfois, j'ai fait le dernier épisode que j'ai fait, j'en suis hyper fier. Je trouvais il est vraiment bien sur l'intelligence artificielle avec 3 personnalités qui sont géniales, 3 personnes qui sont vraiment high level. Je me dis, bon, je suis content et tout, mais moi, je me remets toujours en question. Je me dis, OK, est-ce que c'est pas un peu too much? Est-ce que c'est pas un peu trop prise de tête? Est-ce que c'est pas un peu trop France Culture? Est-ce que c'est pas un peu trop... Voilà, il faut que j'arrive à rester accessible à des gens qui ne baignent pas dans la technologie,
je veux continuer à pouvoir les intéresser, leur raconter des histoires de tech qui leur plaisent. Donc, je sais pas exactement où je vais, mais j'avance un peu au jour le jour. Et tu arrives à tout faire tout seul? Oui, j'arrive à tout faire tout seul. Je commence à déléguer je délègue quelques petites choses. Ouais. Je délègue un peu pour la mise en ligne, je délègue pour la création des images, je délègue pour... là, je vais déléguer pour faire des petites vidéos virales sur les réseaux sociaux. Okay. Voilà. Il y a des choses que j'arrive pas trop à déléguer, malheureusement. C'est tout ce qui est journalistique. Mais voilà. Mais j'ai des pistes pour peut-être éventuellement le faire, au moins en partie. Voilà, moi, je vais pas tout te dire, hein, mais je travaille. Je veux des exclus. Non, mais je travaille sur dans pas mal de directions pour essayer toujours de bonifier, d'améliorer, etc. Okay. Voilà. Mais si tu veux, je sais que dans les médias, il faut à la fois vu l'époque dans laquelle on vit, pour exister, il faut tout le temps innover. Régulièrement, il faut proposer des nouvelles choses. Même les grands médias ont cette logique-là. Et en même temps, ce qui constitue vraiment une audience et de la notoriété, c'est la durée. Et ce qu'il faut, c'est durer. Et les podcasts les plus remarquables ou les médias les plus remarquables, c'est ceux qui s'inscrivent dans la durée. Parce que tu peux cartonner pendant 1 an et puis après tout le monde t'oublie parce que tu es trop à la mode et que finalement on va passer à quelque chose d'autre, etc. Voilà, je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée. Donc moi, c'est mon objectif. Ça fait déjà pas mal d'années que tu es dans le milieu, donc je pense que ça va. Oui, aller. Voilà. Après, la durée, c'est ce que j'ai de mieux à vendre dans l'immédiat. Mais du coup, est-ce que tu penses que pour un jeune qui peut nous écouter aujourd'hui, est-ce que c'est possible de se lancer, de créer un podcast ou un média qui fonctionne, qui attire des gens? Certainement. Tu te rends compte, mais tu te rends pas compte l'époque dans laquelle on vit, mais qui est incroyable, qui est formidable. Mais La question est orientée, je me doute de la réponse. Bah oui, mais je veux dire, tu crées ta chaîne YouTube en 3 clics, tu crées un podcast en 3 clics, tu crées une web radio en 3 clics. Toutes ces barrières-là sont tombées. Alors, le problème, c'est que créer une chaîne YouTube, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu peux créer une chaîne YouTube, faire des vidéos, tu peux avoir 12 ans et puis tu auras 12 spectateurs. Mais déjà, tu as tout ça qui est beaucoup plus facile. Alors après, c'est vrai que la concurrence est rude. Et puis, ce qu'on appelle le marché de l'attention est de plus en plus fragmenté. Il y a énormément d'offres. Et donc, eh bien, il faut se partager ce gros gâteau. Donc, c'est ça peut-être la difficulté. Mais c'est là où je pense que la durée est importante. Il faut faire un produit différenciant. Il faut arriver à toucher quelque chose. Mais en même temps, moi j'ai plusieurs exemples en tête, notamment dans le secteur de la tech, de gens qui se sont lancés et qui, en peu de temps, en 6 mois, 1 an, ont réussi à bâtir une communauté, une audience. Ça, c'est formidable, c'est génial. Et en plus, le truc, c'est que moi, je suis un vieux et je suis prisonnier de mes... même si j'ai réussi un peu à m'en extraire, mais je suis prisonnier de mon mindset. C'est-à-dire, tout à l'heure, je te disais, quand tu es journaliste, bah, tu n'es pas influenceur. Quand tu es journaliste, moi, au début, c'était quand tu es journaliste, tu n'es pas youtubeur. Quand tu es journaliste à Radio France, tu fais pas le kéké sur Twitter. Bon, bah, déjà, tout ça, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de barrières qui sont tombées à ce niveau-là. Peut-être trop, mais c'est un autre débat. Mais déjà, on se pose beaucoup moins de questions. C'est ça contribue énormément à créer un contexte d'émulation et un contexte favorable pour créer un nouveau média. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser comme un taré pour être le meilleur, pour savoir où on va ou pas. Je pense qu'il faut aussi il faut se la jouer un peu start-up, c'est-à-dire que tu vas dans une direction, ça marche pas, tac, paf, tu pivotes, vite fait, bien fait, et puis voilà.
C'est tout. Et les outils numériques permettent de faire tout ça aujourd'hui, permettent d'être hyper agile. Donc c'est ça qui est formidable, c'est ça qui est génial. Bon, si vous êtes un jeune ou moins jeune qui écoutez ce podcast, vous avez eu tous les conseils de Jérôme Colombin pour réussir dans ce monde. Jérôme, merci beaucoup pour ton temps. Merci Florian, c'était un plaisir. Avant de clôturer l'épisode, je voulais vraiment prendre le temps, alors je ne sais pas comment ça va sortir, mais de vous remercier, toi et François, parce que vraiment, grâce à vous, et c'est vraiment sincère, j'ai pu vivre de ma passion pendant pas mal d'années, d'aller dans des endroits du monde que j'aurais même pas imaginé avant, d'assister à des salons tech, de faire des trucs de fou. Donc vraiment merci. Je sais pas si ma vie serait comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Ce stage, la chaîne techno en 2012 m'a vraiment lancé et pour ça merci. Bah écoute, c'est super et effectivement, je pense que la chaîne techno a été très importante pour nous tous à titre individuel et aussi en équipe, parce que c'est vrai que pendant un bon moment, la chaîne techno, c'était 3 personnes, c'était toi, François et moi. C'était vraiment nous 3 et c'était une époque formidable. On tentait plein de trucs. On est ravis quand on regarde dans le rétroviseur, François et moi, effectivement d'avoir contribué à te mettre sur ces rails et que ça se soit passé dans d'aussi bonnes conditions et puis qu'on soit encore au contact aujourd'hui. C'est ça qui est super. Ouais. C'est vraiment top. Donc, bonne continuation, mon cher Florian, maintenant que tu as pris de la bouteille. C'est ça, j'essaye de marcher un petit peu sur vos traces en essayant de lancer ce podcast en toute modestie. Tu as bien raison. Bon, en tout cas, on te retrouve sur Monde Numérique. Yes, abonnez-vous en masse. Parlez-en à vos amis. Exactement. On te retrouve également sur Tech & Co de temps en temps, j'imagine. Oui. On continue sur Tech & Co, la chaîne avec François. J'anime notamment l'émission Tech Hebdo et puis quelques spéciales par-ci par-là. Là, bientôt, on va être au CES. Non, pas au CES, c'était en janvier. On va être au Mobile World Congress de Barcelone, que tu connais bien. Et puis, de temps en temps, oui, François m'invite dans son l'émission Tech & Co sur BFM Business pour débriefer l'actu avec lui. Ouais. Voilà, parfait. Voilà. Mais bien, tous les liens seront dans la description si vous voulez aller regarder et écouter ces contenus. Encore merci Jérôme et à très vite. Merci Florian. Et salut.